Regarde ça, c'est la partie la plus profonde et la plus inexplorée de notre planète. Elle est si profonde que si tu y plongeais l'Everest, son sommet serait encore immergé sous l'eau. Il s'agit de la fosse des Mariannes. Elle est située dans l'océan Pacifique occidental et sa profondeur maximale est de 11 000 mètres. Et ça, c'est toi, une personne normale qui veut absolument savoir ce qui se trouve au fond. Tu en as assez de regarder des documentaires sur la fosse des Mariannes, alors tu as décidé d'y aller toi-même. Mais tu n'as ni costume spécial, ni sous-marin. Tu n'as qu'un réservoir d'air et une brique que tu as attachée à ta jambe. Alors prends une grande respiration et plonge. 1,50 m sous l'eau, tu ne ressens rien d'anormal. C'est la profondeur à laquelle tu pourrais sauter dans une piscine ou nager à la mer pour voir des poissons exotiques. À 1,50 m, tu ne ressens aucun désagrément et tu es parfaitement à l'aise. Mais la brique te tire vers le fond et tu te retrouves bientôt à 10 mètres de profondeur. C'est là que tu commences à ressentir le principal problème de ceux qui plongent profondément. Et non, ce ne sont pas les requins affamés qui regardent dans ta direction. Je sais, c'est ce kraken. Non, pas vraiment. La principale menace, c'est la pression. À la surface de l'eau, tu ressens une certaine pression atmosphérique. À une pression de 10 mètres, cette pression double. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité pour l'instant, mais tu peux déjà ressentir un léger malaise dans les tympans. En fait, la pression provoque une compression du volume d'air dans ton corps. Tu le ressentiras dans tes oreilles, tes sinus et tes poumons. Mais ces poches d'air sont suffisamment souples pour résister à une profondeur encore plus importante. Alors, tu continues à descendre. 20 mètres sous l'eau. Il fait déjà assez sombre ici et l'inconfort dû à la pression augmente. Si tu n'es pas un plongeur expérimenté, tu commences à ressentir une douleur dans tes oreilles. Le volume de tes poumons est alors réduit de 3 fois. Si les sacs d'air de tes poumons s'effondrent, des bulles d'air vont entrer dans ton sang et tu risques de souffrir une embolie ou une attaque. Tu as atteint 30 mètres. C'est la profondeur maximale à laquelle arrivent les plongeurs non professionnels. Tu dois être plongeur bien entraîné et expérimenté, comme moi, pour faire face à des pressions 3 fois plus élevées que d'habitude. En plus de cela, tu commences à ressentir un nouveau symptôme, la narcose de l'azote. L'air dans ton corps est composé de 78% d'azote et de 21% d'oxygène. À haute pression, l'azote commence à avoir un effet toxique sur ton corps. Tu ressens un léger vertige, une vision en tunnel, des troubles de la mémoire, ainsi qu'une joie et une excitation inexplicables. La narcose peut provoquer des hallucinations visuelles et auditives et faire des choses étranges aux plongeurs. Par exemple, danser. Oui, il s'agit peut-être de la danse la plus particulière au monde. Mais la narcose peut aussi avoir des conséquences plus graves. Le plongeur peut penser qu'il peut respirer sans équipement et inhaler de l'eau. Pour éviter cela, les plongeurs utilisent des mélanges gazeux à plus forte teneur en oxygène et à plus faible teneur en azote lorsqu'ils souhaitent atteindre de plus grandes profondeurs. Tu continues toujours ta descente et tu te retrouves à une profondeur de 60 mètres. Ici, même l'oxygène ordinaire devient toxique. C'est parce que tu le consommes à une pression 7 fois supérieure à celle à laquelle tu es habitué. L'intoxication à l'oxygène peut provoquer des convulsions. S'il n'y a pas de plongeur professionnel à proximité pour t'aider, tu risques d'avoir de gros ennuis. Pour éviter ce genre d'intoxication, on inclut de l'hélium dans les mélanges de gaz pour la plongée. Mais ce n'est pas pour te faire rire. Théoriquement, avec de l'hélium dans la bouteille, un plongeur peut atteindre une profondeur de 300 mètres. Ok, tu as atteint 214 mètres. C'est le record du monde de plongée en apnée. Herbert Nietzsche a réussi à atteindre cette profondeur sans équipement spécial et en un seul souffle. Je sais que cela peut paraître étrange, mais cela a été plus facile pour lui d'atteindre cette profondeur que ceux qui utilisent des bouteilles d'air, car il n'a pas utilisé de mélange de gaz et qu'il n'a pas été confronté à la narcose. Pour tous ces incroyables records, il a reçu le titre de l'homme le plus profond de la Terre. En 2012, il a atteint une profondeur de 253 mètres, mais il a été gravement blessé au cours du processus lors d'un accident de décompression. À 253 mètres, il faut regarder autour de soi. Tu peux trouver un sous-marin parce que c'est la profondeur à laquelle il navigue. Mais nous avons atteint ta limite. Encore quelques mètres et ton voyage se terminera mal. Mais nous savons cependant que les gens peuvent supporter beaucoup plus de pression. De nombreuses expériences ont été menées pour trouver la limite de la plongée d'un humain. En utilisant des chambres spéciales qui simulent des conditions de plongée en profondeur, une personne peut théoriquement supporter une descente à 500 mètres.
mais il faudrait beaucoup de temps pour atteindre la surface à partir de ce niveau en raison du besoin de décompression. Pendant la plongée, l'azote, l'hélium et d'autres gaz s'accumulent dans les tissus du corps et le sang à cause de toute cette pression. Il faut du temps pour que ces gaz quittent naturellement ton corps par tes poumons. Si tu remontes à la surface trop rapidement, ces gaz se transforment en bulles, détruisent les vaisseaux sanguins et bloquent la circulation sanguine. Les plongeurs doivent donc faire des arrêts sur leur chemin vers l'air libre pour simplement se reposer et respirer l'azote. Il vaut mieux apporter un livre. Il est parfois nécessaire de passer un mois entier dans une chambre de décompression spéciale pour éviter les conséquences traumatisantes. Pour plonger en toute sécurité à de grandes profondeurs, il faut un équipement spécial. On utilise une combinaison de plongée atmosphérique pour descendre jusqu'à 700 mètres. C'est comme un mini sous-marin qu'une personne peut enfiler. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter du mal de décompression ou de la narcose à l'azote, car la pression dans la combinaison sera égale à l'atmosphère à toutes les profondeurs. De plus, il n'est même pas nécessaire d'être un plongeur expérimenté pour utiliser cette combinaison. Mais elle peut tout de même provoquer de la claustrophobie. D'accord, et si tu voulais aller encore plus bas? Pour cela, tu aurais besoin d'un vrai sous-marin. Le Triton 6600/2 est un sous-marin privé qui peut atteindre 2011 mètres. Le seul inconvénient de cet engin est son prix, 5,5 millions de dollars. Mais supposons que tu aies cet argent et que tu utilises ton Triton 6600/2. Je peux t'accompagner? Génial! Et quand il atteindra sa profondeur maximale, tu penses être arrivé à ta destination. En fait, j'ai bien peur que non. Pas du tout même. Il te faudrait aller encore 6 fois plus profond que cela pour atteindre le fond de la fosse des Mariannes. En fait, la seule manière d'y arriver, c'est avec des drones. Cela dit, il est vrai que le corps humain peut supporter d'énormes pressions. C'est parce que notre corps est composé de 70% d'eau. À quelle profondeur un individu peut-il réellement aller avant que la pression ne lui fasse mal? Réponse, à 35 km. Nos os se cassent à 1730 kg par centimètre carré. Cela signifie que la pression à laquelle notre squelette sera écrasé est d'environ 35 km. Oui, je pense que les globes de tes yeux éclateront bien avant cela. Mais des organismes vivants existent en dessous de cette terrible profondeur. La limace de mer des Mariannes vit ainsi à une profondeur d'environ 7930 mètres. Leur corps est adapté pour résister à une pression incroyablement élevée. Ils ont choisi cet habitat parce qu'il y a peu de prédateurs et qu'ils se sentent en sécurité. Ils peuvent atteindre une longueur de 28 cm et peser moins d'une demi-livre. Leur régime alimentaire est composé de minuscules crustacés qui rampent sur le fond de l'océan. Allons encore plus loin. Cette fois, oui, nous sommes près du fond de la fosse des Mariannes. Ce sont des eaux froides où les rayons du soleil ne sont jamais parvenus. Mais il y a aussi de la vie dans cette obscurité. Nous devons juste regarder de très près. Des bactéries et des levures vivent ici. Cette découverte a surpris les scientifiques, car on pensait qu'aucun organisme vivant ne pouvait survivre dans de telles conditions. Ces micro-organismes se nourrissent probablement de particules de déchets animaux et de poussière tombées au fond. Cette découverte a ouvert de nouvelles possibilités aux scientifiques et les a motivés à explorer les profondeurs des océans. Bon, revenons maintenant à la surface. Quel voyage! Après une expérience pareille, tu ne veux certainement pas replonger sans être bien préparé. Alors pour commencer, entraîne-toi à retenir ton souffle sous l'eau dans la baignoire. Et fais bien attention aux kraken. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Certains ressemblent à s'y méprendre à Nemo ou à Dory. Puis il y a le poisson papillon. Et le charmant guppy, qui est en effet très élégant. Et puis il y a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me paierai certainement pas un baptême de plongée pour voir ce truc. La baudroie détient officieusement le titre d'animal le plus laid du monde. Mais je n'oserais jamais lui annoncer la nouvelle. Il existe plus de 200 espèces de baudroies, barbotant actuellement quelque part dans les sombres profondeurs des océans Atlantique et Antarctique, et ce, à plus de 1000 mètres de profondeur. Certaines d'entre elles préfèrent d'autres conditions de vie, comme les eaux tropicales à peu profondes. Les différentes espèces de baudroies varient en forme et en taille, du célèbre dragon des abysses aux poissons-grenouilles, lottes, poissons chauves-souris, poissons ballons de foot, Lophidae et Chonacidae. Les plus grandes peuvent atteindre la moitié de la longueur d'un lit d'adulte, mais la plupart d'entre elles mesurent moins de 30 cm. Étant donné que les options en termes de repas ne sont guère nombreuses là où elles vivent, elles ont dû mettre au point une technique de chasse unique.
Elles ne gaspillent pas leur précieuse énergie à poursuivre des proies potentielles. Au lieu de cela, elles utilisent un morceau d'épine dorsale qui dépasse de leur bouche à la manière d'une canne à pêche, d'où leur nom anglais d'anglerfish. Au bout de cette canne à pêche se trouve un sac de bactéries bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. La lumière attire les proies et la baudroie n'a plus qu'à attendre et à savourer son repas livré directement dans sa bouche. Le corps de la baudroie est grand et souple, ce qui lui permet d'avaler facilement des proies, faisant 2 fois sa taille. Les baudroies des grands fonds mangent tout ce qu'elles trouvent. Les espèces qui vivent dans des eaux moins profondes ne font pas la fine bouche non plus. Elles peuvent dévorer tout ce qu'elles croisent, des crevettes aux escargots en passant par les petits poissons. Seules les baudroies femelles sont dotées d'une telle canne à pêche. Mais qu'en est-il des mâles ? Trouver l'âme sœur dans les profondeurs de l'océan n'est pas si facile. Je veux dire, il n'y a littéralement pas de lumière là-dessous. De plus, les températures sont glaciales et le taux d'oxygène est très faible. Les baudroies ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de rendez-vous galants dans ces conditions, alors elles s'accouplent pour la vie. Et avant que tu ne trouves ça trop mignon, il faut préciser qu'elles le font d'une manière assez spéciale. Les baudroies mâles sont beaucoup plus petites que leurs dulcinées. Le contraste est si frappant que lorsque les chercheurs se sont intéressés pour la première fois à leur vie amoureuse, ils pensaient que ces mâles étaient en fait des rejetons ou des alevins qui traînaient à côté de leur maman. Certaines espèces de baudroies mâles possèdent des récepteurs qui leur signalent la présence d'une femelle à proximité. Après l'accouplement, le mâle mord sa compagne et reste accroché à sa tête, à son ventre, près de sa queue ou à tout autre endroit auquel ils ont accès. Alors qu'ils fusionnent ainsi ensemble pour toujours, la femelle reçoit les cellules, l'ADN et les organes reproducteurs du mâle, mais perd ses cellules immunitaires. Le mâle est donc logé et nourri gratuitement en permanence. Compte tenu des prix actuels de l'immobilier, ça semble être le pied. Mais ce logement est partagé par un maximum de 8 mâles, et ils ne peuvent pas déménager si l'envie leur prend un jour. Il est peu probable que tu rencontres ce poisson des profondeurs dans la vraie vie. Mais si tu es fan de ARK, survival, et que tu y croises une baudroie, n'oublie pas que tu peux facilement la devancer à la nage et l'amadouer à coups de fléchettes tranquillisantes. Une fois que tu te seras lié avec elle, la baudroie peut devenir ton éclaireur et t'aidera à découvrir de nouvelles zones grâce à ses capsules bioluminescentes. De retour dans le monde réel, dans la zone crépusculaire de l'océan, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la baudroie n'est pas la seule créature que tu sois chanceux de ne jamais rencontrer. De nombreux habitants de la région semblent tout droit sortis d'un film d'horreur ou de science-fiction, mais c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à ce monde obscur et abyssal. J'ai fait de mon mieux pour te préparer aux créatures que tu t'apprêtes à rencontrer, en commençant par le poisson-ogre. Ce dernier passe la plus grande partie de leur vie dans les profondeurs, mais la nuit, ils remontent vers la surface pour se nourrir. Ces animaux sont plus actifs que la plupart des autres habitants des abysses. Ils n'attendent pas que la nourriture vienne à eux, mais la traquent et l'attrapent avec leurs longues dents carnassières. Comme ils n'ont pas d'ampoule intégrée comme la baudroie, ils ont développé un excellent odorat et exploitent la faible lumière du soleil, qu'ils parviennent à déceler dans les profondeurs pour se repérer. Parfois, l'ombre d'une proie potentielle qui passe suffit à les faire passer à l'action. Bien qu'ils n'aient pas l'air bien charmants, ils sont tout à fait inoffensifs pour l'homme, des fois que tu tombes sur l'un d'entre eux. Malacosteus semble être le nom d'un sortilège interdit, mais il s'agit en fait d'un autre habitant des profondeurs, qui a des habitudes de chasse tout à fait sournoises. Il possède des photophores spéciaux, produisant de la lumière sous chaque œil. Ceux-ci émettent de la lumière verte et rouge à la manière d'un feu de circulation. Contrairement à d'autres poissons, ces derniers ne quittent pratiquement jamais la zone crépusculaire, et la zone de minuit qui, elle, se trouve entre 1000 et 4000 mètres. Leur mâchoire inférieure représente un quart de la longueur totale de leur corps, et ils la gardent ouverte en permanence dans l'espoir d'obtenir un repas. Il a l'air d'un prédateur féroce, mais il préfère surtout le zooplancton, avec un dessert occasionnel de crevettes, de krill ou de petits poissons. Tu ne t'attendais sûrement pas à rencontrer un hybride d'anguille et d'oiseau, mais le voici. L'anguille nemictis possède un bec semblable à celui d'un oiseau, avec des pointes recourbées. Ce bec est pourvu de minuscules dents crochues que les anguilles utilisent pour attraper les antennes de délicieuses crevettes. Ce poisson est très mince. Il peut atteindre 1,50 m et ne pèse pas plus de 200 grammes. Les chercheurs ne connaissent pas encore tous les secrets de cette anguille, car il est assez difficile de l'étudier dans son habitat naturel. Mais il semblerait qu'elle ne se reproduise qu'une fois dans sa vie et qu'elle meure ensuite.
Les calmars de verre aiment se la couler douce et se laissent littéralement porter par le courant. Ils regorgent d'une solution de chlorure d'ammonium plus légère que l'eau. Ils n'ont donc aucun effort à fournir pour se déplacer dans les profondeurs sous-marines à la recherche de nourriture et de partenaires. Ces creatures sont transparentes, ce qui leur permet de se fondre dans n'importe quel paysage et de ne pas projeter d'ombre en se déplaçant, ce qui constitue une excellente tactique de survie. En cas de danger, ce calmar peut se transformer en une boule grumeleuse en poussant sa tête et ses tentacules dans sa cavité paléale. Il peut également libérer de l'encre dans son manteau et passer de la transparence à un noir de jet. Cette même encre peut le protéger contre les baleines et les oiseaux de mer affamés. Une autre tactique qu'ils utilisent pour effrayer les prédateurs consiste à activer les organes bioluminescents autour de leurs yeux. Je commence à avoir faim. Je pourrais peut-être grignoter ce concombre de mer? Aïe, il bouge. Je suppose qu'il n'a rien à faire dans ma salade, après tout. Ces animaux à corps mou vivent dans toutes les parties de l'océan, depuis les eaux peu profondes jusqu'au fond des abîmes. La plupart d'entre eux se déplacent lentement à l'aide de leurs petits pieds, mais certains rampent en remuant tout leur corps. Les concombres de mer peuvent se débarrasser de leurs organes internes à l'approche d'un prédateur. Ces organes collants détournent l'attention de l'intrus, et le concombre, heureux, poursuit sa route tout en laissant repousser ses organes. Qu'est-ce qui scintille au loin? On dirait que quelqu'un a laissé tomber des pierres précieuses dans l'eau. C'est un saphirina, également connu sous le nom de l'animal le plus beau que l'on ait jamais vu. Certains mâles parmi ces copépodes peuvent changer de couleur, passant du bleu profond au violet, au rouge, ou alors, une seconde plus tard, tout a disparu. Puis ils recommencent, brillant de 1000 feux. Le secret de cette magie est que leur corps est transparent et reflète la lumière différemment sous certains angles. On dirait que c'est leur façon de communiquer entre eux et d'attirer des partenaires. Les saphirinas femelles n'ont pas la même capacité, mais leurs yeux sont plus grands que ceux des mâles, probablement pour les repérer de loin. Les mâles vivent en liberté, tandis que leurs dames demeurent dans d'étranges palais de cristal faits de gelée, en forme de tonneaux, et qu'on appelle des salpes.